Bon après-midi et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Maria Judd. Allez-y. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Cela fait partie de l'échange de connaissances virtuelles du Réseau canadien de santé des régions nordiques et éloignées. Je suis Maria Judd, vice-présidente des programmes auprès de Excellence en Santé Canada. Et je vous présenterai dans un instant ce nouvel organisme. Avant de commencer, j'aimerais souligner que les bureaux de notre organisme, Excellence en Santé Canada, qui est le résultat d'une fusion entre l'Institut canadien pour la sécurité des patients, l'ICSP, et la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, la FCISS, sont situés sur le territoire traditionnel et non cédé des Algonquins Anishinaabe et du Traité 6. La reconnaissance du territoire est un acte de réconciliation. Cela consiste à faire une déclaration reconnaissant le territoire traditionnel du peuple autochtone qui y réside depuis la nuit des temps, bien avant l'arrivée des colons. Je suis heureuse d'avoir été conscientisée à cette réalité et je suis heureuse d'avoir approfondi mon lien avec ce territoire en conséquence. Je vous demanderai à présent de vous présenter dans la boîte de clavardage et, si vous le souhaitez, d'également reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. J'aimerais aussi reconnaître que dans les coulisses, nous avons le personnel et l'équipe de santé nordique et autochtone de Spina Papadopoulos et Megan Sabine, ainsi que nos productrices Sheena, Kelly et Mahela. Je vous encourage à partager vos réflexions tout au long de la séance d'aujourd'hui. Nous allons faire 3 pauses pour veiller à avoir l'occasion de réunir vos questions et vos réactions également. Virtuellement, c'est un peu difficile de savoir qui est en ligne. Or, nous voulons quand même vous signaler que nous avons un groupe diversifié d'un océan à l'autre. Un grand nombre des personnes inscrites se trouvent dans les territoires, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario et à Terre-Neuve. Vous nous avez dit que vous portez des chapeaux différents, que vous êtes parfois dirigeant, consultant, médecin, infirmier, infirmière, chercheur, conseiller en politique, spécialiste de l'amélioration de la qualité, patients et proches ressources, et personnes qui ont une expérience vécue en plus de dirigeants autochtones. Merci d'être des nôtres. Nous sommes très heureux de proposer ce webinaire dans les 2 langues officielles. Et si vous souhaitez voir les diapositives d'aujourd'hui en français, veuillez nous le faire savoir en utilisant la boîte de clavardage affichée à l'écran. Nous vous invitons à utiliser l'une ou l'autre des langues officielles pour vos questions et commentaires tout au long de ce webinaire. Je vous rappelle que cette séance sera enregistrée et que les diapositives et l'enregistrement seront disponibles sur notre site web la semaine prochaine. Comme je le disais, nous avons maintenant un nouvel organisme. Ce nouvel organisme, Excellence en Santé Canada, réunit l'ICSP et la FCISS. Et d'ailleurs, nous nous réjouissons de travailler avec vous tous, partout au Canada, qui avez des fonctions différentes en matière de politique de santé, de mise en œuvre de politique et de suivi de l'expérience de soins. Notre organisme se concentre sur l'amélioration des soins, sur la sécurité des soins pour le plus grand nombre de personnes au Canada. Nous sommes un organisme de bienfaisance indépendant à but non lucratif, financé par Santé Canada. Nous voulons façonner l'avenir des services de santé car nous savons que la pandémie touche la sécurité ainsi que la qualité des soins. Il est important de continuer d'y réagir. Nous avons créé un nouvel organisme car beaucoup de personnes partout au pays nous ont parlé de l'intérêt pour créer un nouvel organisme pan-canadien qui puisse travailler avec l'ensemble du pays afin d'améliorer les soins pour un plus grand nombre de personnes. Nous avons entendu beaucoup de choses lorsque nous avons mis au point cet organisme et on nous a dit surtout d'être audacieux dans l'identification de moyens innovants
de prodiguer des soins, d'être audacieux en travaillant avec des gens de partout au Canada pour transcender le statu quo et pour veiller à ce que la chose à faire soit la chose facile à faire. Et pour veiller aussi à entendre la voix des patients et des proches aidants, des personnes qui ont une expérience vécue. Nous nous réjouissons de travailler avec vous au fil du temps et d'ailleurs au fil de ce webinaire. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis d'être accompagnés de Michelle Stimson, une personne qui a une expérience vécue, ainsi que Lauren White, qui sont toutes les deux au ministère de la Santé et des Affaires sociales du gouvernement du Yukon. Michelle, je vous invite à vous présenter. Bonjour, ici Michelle Haber, je suis du traité 6, ici à Edmonton, et je me réjouis d'avoir cette conversation aujourd'hui. Merci. Lauren, êtes-vous libre? Pouvez-vous dire un mot? Oui, bonjour. Alors, on a une très mauvaise rétroaction. Alors, voilà, ça va un peu mieux. Alors, Lauren White, je suis responsable de la participation pour le ministère de la Santé et des Affaires sociales du gouvernement du Yukon. Et nous sommes avec vous depuis Whitehorse. Michel et moi voulons reconnaître que nous vivons et travaillons dans le territoire traditionnel des nations locales. Merci. Nous avons beaucoup de chance aussi d'être accompagnés du Dr. Amy Gosvick et de sa collègue Michelle Haber, directrice clinique de l'Alberta Indigenous Virtual Care Clinic. Alors, Michelle Haber, vous êtes déjà présenté. Dr. Gosvick, peut-être voulez-vous vous présenter. Oui, bonjour. Je suis Amy Gosvick et je suis médecin de famille et je vous proviens depuis Calgary, en Alberta. Michelle et moi, Michelle est à Edmonton, mais nous sommes toutes les deux en Alberta. L'Alberta concerne les nations des traités 6, 7 et 8, ainsi que la région 3 des Métis de l'Alberta. Merci. Alors, je vois que chacun se présente dans la boîte de clavardage. Je vous invite à continuer de le faire. Alors, nous sommes très heureux d'offrir l'interprétation simultanée pour tous les webinaires d'Excellence en Santé Canada. Je dois vous dire que ceci peut parfois occasionner un petit décalage dans le dialogue. Et nous vous invitons, je le répète, à participer à nos conversations dans la boîte de dialogue dans l'une ou l'autre des langues officielles. Excusez-moi, on a omis de présenter Michelle Stimson. Peut-être peut-on lui permettre de se présenter. Mes excuses absolument. De retour à vous, Michelle Stimson. Bonjour. Je suis née en Alberta à Red Deer et je suis au Yukon depuis environ 33 ans. Et je suis très reconnaissante d'être ici pour partager quelques réflexions concernant mon expérience. Merci. Merci à vous. Alors, ici, vous avez nos objectifs d'apprentissage pour ce webinaire. Ceci, en fait, la séance d'aujourd'hui découle d'une table ronde du 29 mai dernier qui s'est concentrée sur l'établissement de priorités pour les soins primaires virtuels. On a reconnu qu'on s'intéressait beaucoup aux pratiques prometteuses et aux innovations dans le domaine des soins virtuels, étant donné que, en raison de la pandémie, le besoin est encore plus criant. Cela dit, le besoin existe depuis bien avant la pandémie. Le virtuel, les plateformes virtuelles donnent un accès élargi donc, aux soins primaires. Alors, nous en sommes au 3. Oh, pardon, revenez en arrière un instant à nos objectifs d'apprentissage. Alors, il s'agit du 3e webinaire d'une série. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez
visionner les 2 webinaires précédents, donc toujours organisés par le Réseau canadien de santé des régions nordiques et éloignées. Donc, le 27 novembre dernier, nous avons eu une séance sur la sécurité culturelle et le partenariat autochtone. Ensuite, en janvier, nous avons eu un webinaire sur l'amélioration de l'équité et de l'accès. Donc, des collègues de la Saskatchewan nous ont présenté leurs travaux et aujourd'hui, nous nous concentrons sur les soins centrés sur le patient et sa famille dans les soins primaires virtuels. Alors d'abord, nous entendrons Dr. Amy Gazvik et Michelle Haber qui nous parleront de l'expérience de la clinique des soins autochtones virtuels et nous aurons l'occasion de prendre des questions par la suite grâce à la fonction de clavardage. Ensuite, nous inviterons Michelle Stimson et Lauren White d'expliquer quelle a été leur expérience lorsqu'elles ont développé des soins primaires virtuels dans le territoire du Yukon, dans le but d'établir des relations de confiance en mettant l'accent sur les services centrés sur la personne au cœur des soins. On le sait que c'est difficile en soins virtuels parfois de se centrer sur la personne. Alors je crois que ce sera avantageux pour tout le monde qui participe au webinaire d'entendre comment on peut veiller à ce que les soins virtuels soient toujours centrés sur la relation prestataire-patient. Ensuite, nous aurons une période de questions. Comme je le disais, nous aurons 3 périodes de questions. Sur ce, je vais céder la parole à Dr. Amy Gazvik et à Michelle Haber. Merci, Maria. Alors, nous sommes heureuses d'avoir l'occasion de vous donner notre point de vue de la création de cette clinique de santé autochtone virtuelle. Alors, Michelle et moi sommes toutes les deux en Alberta, territoire des traités 678 et de la région 3 des Nations métis de l'Alberta. Alors, très tôt, pendant la pandémie, en mars dernier, tandis que les choses fermaient, que tout le monde paniquait un peu par rapport à ce que cela signifierait, surtout sur le plan de l'accès aux soins de santé, quelques collectivités autochtones et groupes d'autochtones, et d'ailleurs un groupe de médecins avec lesquels je travaille, ont voulu aider ces communautés avec des soins virtuels pour veiller à ce que ces communautés soient prises en charge, car ces communautés n'ont pas de médecins qui vivent au sein de leur communauté. Donc, il existait diverses communautés comme celle-là, et donc notre groupe de médecins en Alberta est un groupe de médecins qui est soit autochtone, donc nous sommes soit autochtones nous-mêmes, ou nous avons beaucoup d'expérience et nous sommes acceptés par les collectivités autochtones. Alors, nous avons voulu offrir des soins virtuels à ces communautés plus éloignées. Et nous avons constaté qu'il y avait un besoin énorme et que la prestation de soins virtuels pouvait d'ailleurs démanteler certains des obstacles existants depuis bien avant la COVID. Alors, on a donné nos numéros de téléphone aux infirmières locales. Cela dit, on s'est dit que si on pouvait opérationnaliser ce type de soins virtuels à l'échelle de la province, on pourrait peut-être réagir à un besoin important. Oui, alors le groupe de médecins a consulté un conseil consultatif d'Autochtones pour créer cette clinique virtuelle. Le groupe avait déjà de l'expérience en télésanté depuis 11 ans à l'échelle de la province. Donc, le partenariat que nous avons créé était entre notre groupe, le groupe de médecins, Service Autochtone Canada, AHS, également afin de prodiguer des soins
primaire aux personnes autochtones et à leurs familles, 7 jours sur 7. Et nous avons donc lancé la clinique le 28 octobre, donc un lancement préliminaire, et le lancement public a eu lieu le 1er décembre 2020. Alors, une chose qui était essentielle, c'était d'avoir des soins centrés sur le patient. Et on sait depuis de nombreuses années que les Canadiens souhaitent avoir accès à des soins virtuels. C'est plus commode, ça leur épargne du temps et cela coûte moins cher, non seulement pour se déplacer en véhicule, bon, on peut penser au coût de l'essence, mais également des temps d'absence du travail. Donc on s'est dit, il faudrait pouvoir offrir des soins par divers moyens, pas seulement avec l'aide du Wi-Fi et de l'ordinateur, mais aussi, par exemple, un fixe. Pourquoi ne pas permettre aux gens de téléphoner, par exemple? Il y a des gens qui n'ont pas de lien non plus avec nous du tout. Alors, on a voulu établir un lien avec ces personnes, qu'elles n'aient pas de Wi-Fi, qu'elles n'aient pas de ligne fixe. Enfin, on a voulu prodiguer des soins par tous les moyens possibles. C'est pourquoi on s'est tourné vers les centres d'amitié et les postes de soins infirmiers dans les réserves, de sorte que les gens puissent utiliser n'importe quelle technologie disponible autour d'eux. Alors, que ce soit dans un cadre comme celui qui ressemble à l'image de gauche ou de droite, on voulait pouvoir aider les gens à nous contacter facilement. Et on voulait réduire les obstacles. Par exemple, ne pas avoir de carte d'assurance santé sur eux ou il y a des gens qui ont raté des rendez-vous et qui ont du mal ensuite à reprendre rendez-vous ou qui doivent payer parce qu'ils ont un rendez-vous raté, ce qui est un obstacle à la prise de rendez-vous subséquent. Alors, on voulait permettre aux gens d'avoir cette possibilité de reprendre rendez-vous. Parfois, on est incapable d'assister à son rendez-vous en dépit des meilleures intentions. Et donc, on a voulu les prendre en charge complètement. On sait que les solutions virtuelles sont parfois utiles pour les soins ponctuels, mais parfois, les gens vous appellent pour une infection, mais il y a un enjeu sous-jacent dont il faudrait tenir compte. Alors, c'était fort important pour nous de ne pas précipiter les patients. Alors, en plus de l'accès, on voulait toujours veiller à ce que les soins soient sûrs sur le plan culturel. On voulait que les gens puissent prendre rendez-vous avec un médecin de famille le jour où ils en avaient besoin. Donc, selon notre modèle, on peut appeler et avoir un rendez-vous le même jour avec un médecin de famille, un généraliste. Et on voulait aussi des soins sûrs sur le plan culturel. Comme je le disais un peu plus tôt, nos médecins et notre personnel de cette clinique sont soit autochtones eux-mêmes ou alors ont une longue expérience de travail auprès de populations autochtones et font preuve d'une grande humilité culturelle. Et ils comprennent les obstacles auxquels sont confrontés les autochtones, que ce soit les temps d'attente, les coûts, et pour les patients des Premières Nations, ils préfèrent avoir un médecin qui comprenne ce que représente un patient qui n'est pas assuré. Alors, nous voulions dire quelques mots sur les relations. Cette photo est une photo de moi-même. Nous voulions présenter quelques faits saillants, c'est-à-dire que les relations sont très importantes pour nous en tant qu'êtres humains, surtout lorsqu'il s'agit des communautés autochtones, où les relations sont encore plus importantes. En tant qu'être humain, on se trouve en situation vulnérable lorsqu'on a un ennui de santé. Donc, il fallait déterminer comment encourager une relation de confiance au téléphone ou par la voie d'un ordinateur avec des personnes, par exemple, qu'on n'a jamais rencontrées,
quand on n'est pas présent dans la collectivité. Alors, on savait que ce serait dur avec des médecins différents à la clinique tous les jours. On s'est dit, il faut que les patients puissent développer un lien de confiance très rapidement avec notre clinique dans son ensemble. Cela signifiait que chaque personne avec laquelle le patient devait interagir à la clinique devait faire preuve d'humilité culturelle, de fiabilité et prodiguer des soins sûrs sur le plan culturel. Donc, les patients, lorsqu'ils prennent rendez-vous au départ, interagissent avec les adjoints du cabinet. Donc, ces personnes doivent aussi accepter ce rôle clé. Et d'ailleurs, nos adjoints font tout en leur pouvoir pour veiller à ce que les patients soient bien pris en charge. On voulait aussi éviter d'interrompre la continuité des soins. Par exemple, si le patient a déjà un médecin de famille, donc par exemple, si ce patient a un médecin de famille ailleurs, on les traitera, mais on enverra la documentation au médecin traitant pour que ce soit versé dans son dossier, si le patient est d'accord. Si le patient est un patient orphelin, on lui propose de trouver un médecin de famille dans la région. Et si cette personne n'est pas d'accord, on peut continuer de prodiguer des soins à ce patient, être le médecin traitant dans la limite des soins virtuels. Une chose que je voulais évoquer également, c'est le fait que très tôt, on a conçu ce logo à IVCC, donc Alberta Indigenous Virtual Care Clinic, et on s'est servi de cette plume. On a vite reçu une rétroaction de la nation métisse qui dit que ce n'est pas forcément un logo inclusif. Enfin, les couleurs n'étaient pas appropriées pour la nation métisse. Alors nous avons pu travailler avec cette nation métisse pour voir ce qui serait plus inclusif à leurs yeux et on est en train de changer ce logo. On s'est débarrassé de ce logo. Alors restez à l'affût. Nous aurons un nouveau logo à vous présenter très bientôt. Alors l'aspect de la technologie. Parfois la technologie est notre amie, parfois pas. Alors il faut en être conscient. On a un numéro vert centralisé pour prendre rendez-vous avec un adjoint 7 jours sur 7. Et donc, il y a aussi la possibilité de demander de prendre rendez-vous sur le site Web. On a besoin de saisir un minimum d'informations, mais ça garantit que vous aurez un rappel de la part de notre cabinet. Par exemple, si vous avez un ennui la nuit, vous pouvez envoyer cette demande en ligne ou si c'est votre préférence. On donne aussi aux patients diverses possibilités de connectivité, c'est-à-dire des rendez-vous vidéo ou téléphoniques. Évidemment, l'Internet est toujours un peu problématique. On n'a pas forcément l'Internet à haut débit partout et il n'y a pas forcément non plus un bon système cellulaire partout. Cela dit, le bon vieux téléphone fonctionne très bien. Et on sait parfois qu'avec les téléphones cellulaires, n'ont pas une très bonne connexion. Ou alors parfois, ils ont de meilleurs services Internet que cellulaire. Alors, on est très souple. Et on a aussi la possibilité, si les personnes vivent dans la réserve, de se servir du centre de santé. Et on a aussi discuté avec beaucoup de centres d'amitié et des refuges. Et ils sont prêts à mettre leur technologie à la disposition des patients également. Et un des avantages de l'utilisation de la technologie, c'est que les patients ont la capacité de faire venir leur famille élargie à leur rendez-vous, que ce soit au téléphone ou par visioconférence. Les deux sont disponibles. Nous ne sommes pas limités par la taille d'une pièce ou les consignes de santé publique temporaires actuellement dans les hôpitaux, ou alors le lieu où se trouve ce membre de la famille. Par exemple, si vous avez un proche qui vit en Ontario et que vous êtes en Alberta, vous pouvez quand même leur demander d'assister au rendez-vous. On estime que c'est très important car cela répond aux besoins des patients.
J'allais demander si vous aviez quelque chose à ajouter à la technologie, docteur. Non, je pense que vous avez tout présenté. Alors, c'est notre dernière diapo. Voici notre site web ainsi que notre numéro vert et notre adresse électronique si vous avez des questions. Et évidemment, nous sommes disposés à répondre à vos questions dans la boîte de clavardage. Merci beaucoup, Dr. Goswick et Michel, d'avoir expliqué comment vous continuez d'adapter votre solution par rapport à la rétroaction que vous recevez des personnes que vous servez. Alors, je vous invite à présent à poser vos questions dans la boîte de clavardage pour Dr. Goswick ou Mme Huber. Je vois que quelques personnes saisissent des questions, alors nous allons patienter un petit moment. Alors, tandis que nous attendons ces questions, je vais en poser une. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné au sujet de votre expérience en mettant au point votre clinique de santé autochtone virtuelle? Tout le travail qu'il fallait abattre. Hein? Une chose à garder à l'esprit lorsqu'on démarre une clinique, mais en fait, je pense que le niveau d'acceptation des patients est très positif et de tous âges d'ailleurs. Donc, on s'était dit au départ que de l'adolescence à l'âge de 60 ans, on aurait une bonne acceptation, mais je constate que les personnes plus âgées aussi, donc des gens de tout âge qui acceptent ces soins. Je vois une question. Avez-vous un cadre de mesure pour évaluer les résultats déclarés par le patient ou encore l'expérience du patient? Alors voilà une excellente question. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Heureusement, AHS, Alberta Health Services, a un bureau de recherche dont le seul objet est de justement procéder à ces mesures. Donc, c'est le groupe qui travaille avec nous et qui crée un excellent processus d'évaluation pour nous orienter. Alors oui, bon, c'est en chantier, c'est quelque chose qu'on s'est engagé à faire. Et la prochaine question est, avez-vous une bibliothèque de ressources, de documents s'adressant aux professionnels et aux patients? Oui, absolument, nous avons cette bibliothèque sur notre site web. Bon, elle aussi est en chantier, on vient de la commencer. Alors, au fil du temps, on y trouvera davantage de documents. Ce qu'on a appris, bon, au départ, le concept paraissait simple. Bon, on va avoir un numéro vert, un 800, on va demander à nos médecins de couvrir la ligne 7 jours sur 7, puis voilà, c'est bon. Mais tandis qu'on a commencé à examiner la chose et qu'on a compris la complexité que cela représentait de créer une nouvelle clinique à zéro, bon, les questions de protection des renseignements personnels, enfin, c'est un processus extrêmement complexe de mettre au point une nouvelle clinique, mais une clinique virtuelle, beaucoup d'organes de réglementation n'ont pas encore examiné la question. Alors, des choses très élémentaires, par exemple, obtenir des autorisations pour avoir accès aux résultats de laboratoire en ligne. Vous devez avoir une adresse physique où travaille le médecin. Parce que, bon, l'organe de réglementation n'a pas encore mis les deux pieds dans le virtuel. Très tôt, quelqu'un a dit quelque chose qui m'est resté à l'esprit. On sait que ce ne sera pas parfait d'entrée de jeu. C'est un processus progressif. Il faudra s'ajuster selon la rétroaction, selon les résultats. Ça n'est pas parfait et ce sera sans doute jamais parfait, mais on y travaille. Alors, c'est notre principal apprentissage. Merci infiniment, Dr. Goswick.
Je constate d'ailleurs que du côté des pratiques les plus prometteuses, les gens ont adopté votre attitude, c'est-à-dire que on prépare un projet qu'on met rapidement en place et on assure une boucle d'amélioration continue de la qualité. Bon, vous avez parlé, Michel, de la bibliothèque de ressources. Alors ça, c'est fort apprécié de la part des professionnels et des patients. C'est ce qui nous permettra de tous s'améliorer ensemble. Alors, il y a quelques autres questions. Une question concerne les fonctions de soutien pour les patients qui auraient du mal à établir une connexion virtuelle. Alors, nos adjoints sont des super utilisateurs. Je suis moi-même formée en technologie, alors s'il y a des enjeux, je peux intervenir. Mais nous avons une équipe de soutien technique également qui participe à nos efforts. Une chose qu'on a appréciée depuis le début, c'est, vous savez, un des avantages d'un ménage multigénérationnel, c'est que vous avez grand-maman ou grand-papa, dont c'est le petit-fils, la petite-fille, qui établit la connexion pour le rendez-vous avec le médecin. C'est vraiment avantageux. Une autre question, pouvez-vous offrir des services d'interprétation pour les patients qui ne parlent pas l'anglais? Oui, alors ça, c'est quelque chose, une chose à laquelle on travaille et nous aimerions avoir davantage de capacités. On espérait, par l'entremise de AHS, que l'on puisse se servir au minimum des interprètes CRI, mais nous avons appris très récemment qu'à l'heure actuelle, aucune des langues autochtones n'est disponible par l'entremise de AHS, pas même le CRI. Alors, malheureusement, nous avons perdu. Ah, bon, pardon, vous m'entendez? Oui, absolument. Bon. Alors, je disais simplement que la nation métisse de l'Alberta essaie de voir comment nous aider avec des services d'interprétation pour ses membres. D'accord. Et nous avons beaucoup de chance aussi qu'une bonne partie de nos patients ont des membres de leur famille dans leur ménage qui parlent l'anglais. Ou s'ils sont au centre de santé, généralement, il y a quelqu'un qui peut interpréter, mais bon, c'est une chose à laquelle on travaille. On cherche une meilleure solution, si vous voulez. Merci. Merci, Dr. Gosvick et Michel Huber, de continuer de renforcer la capacité de soins virtuels pour les personnes autochtones. Alors, merci aussi à vous, participants, de saisir vos réflexions dans la boîte de clavardage. À présent, nous allons passer à Michelle Stimson ainsi que Lauren White du Yukon. À vous. Vous m'entendez? Oui. Merci. Alors, c'est difficile de suivre un duo aussi impressionnant. D'ailleurs, Michel et moi, nous disions que les obstacles évoqués par Dr. Gosvick et Mme Huber sont très similaires à ce que nous éprouvons ici au Yukon. Alors, très brièvement, j'aimerais dire quelques mots sur le Yukon et notre géographie, notre population, de sorte que vous voyez naturellement quels sont certains des obstacles auxquels on est confronté. Michel et moi allons surtout parler de notre relation, de notre point de vue, de notre évolution. Et ensuite, je vais demander à Michel de parler de son expérience en matière d'accès aux soins, de soins virtuels, ce que sont les obstacles de son point de vue et ensuite que faire pour les surmonter. Alors, sur cette diapositive, vous avez
une image du Yukon. Vous avez les territoires traditionnels des peuples autochtones du Yukon. Alors, nous avons un peu plus de 480 000 km². C'est un tout petit peu plus grand que la Suède, pour vous donner une idée de la superficie. Notre population tourne autour de 40 000 personnes, alors que la Suède a 10 millions d'habitants. Alors, nous sommes très grands et très éparpillés. 70% de la population vit à Whitehorse, qui est la capitale, et la seule ville d'ailleurs du territoire. Les 30% restants vivent dans les collectivités plus éloignées. C'est un peu difficile de les voir à l'écran, mais nous avons une collectivité, Old Crow, qui n'est accessible que par avion. Et ça, c'est dans le Grand Nord. Nous avons aussi 14 Premières Nations qui représentent environ 25% de la population. Alors, c'était pour vous donner un survol très rapide de l'ampleur du défi lorsqu'il est question de prodiguer des soins à tout le monde dans le territoire, étant donné les obstacles géographiques. Mais nous avons aussi beaucoup de neige en hiver, ce qui limite les déplacements sur l'autoroute. Nous avons des gens qui ne peuvent pas se rendre en voiture à Whitehorse. Nous avons aussi, comme je disais, 14 Premières Nations. Donc, il y a les questions de sûreté culturelle. Il y a aussi des problèmes d'Internet. Nous avons un Internet très peu fiable par moment et très coûteux. Donc, ce sont certains des obstacles auxquels on est confronté. Et d'ailleurs, je vais demander à Michel de présenter les enjeux tels qu'elle les voit dans un instant. Alors, moi, je travaille pour le ministère de la Santé et des Services sociaux. Je travaille avec les gens qui ont une expérience vécue, c'est-à-dire clients, patients, membres de la famille, proches aidants, quiconque a accès à des services de santé ou sociaux au Yukon. Et à la fin 2018, notre ministère a fait un examen complet et le rapport Putting People First en Vava a été publié. Il compte plus de 70 recommandations concernant l'amélioration des programmes de services de santé et services sociaux et la ministre les a tous acceptés et une de ces recommandations vise à mettre au point une équipe de participation pour veiller à ce que les Yukonais participent à la mise au point, à la mise en œuvre et à l'évaluation des services. Heureusement, donc j'étais en poste depuis 1 an au moment de la production de cette recommandation. Michel et moi travaillions déjà ensemble et nous avions déjà commencé à faire ce travail. Alors je vais céder la parole à Michel. J'ai rencontré Michel au tout début où j'ai pris mes fonctions comme responsable de la participation. J'étais toute nouvelle en poste et un peu nerveuse. Et donc Michel et moi nous sommes rencontrés à la formation. Et c'est là que notre relation a commencé à se tisser. Et 1 an et demi plus tard, je pense que nous avons beaucoup réalisé ensemble. Nous avons beaucoup appris aussi, beaucoup de leçons. On dit toujours qu'il n'y a pas d'échec, que des apprentissages. Et c'est le cas. Nous avons toutes les deux beaucoup appris. Alors, sur ce, je cède la parole à Michel pour qu'elle parle de son expérience. Merci, Lauren. Alors, bonjour à tous. Vous savez, c'est très intéressant pour moi de faire partie de ceci parce que je pense que ma lentille est peut-être un peu différente en raison de mon expérience. Et c'est vraiment un ballon pour moi d'être entendue. Et c'est le cas pour tout le monde qui a une expérience vécue. Pour le moment, nous sommes très peu souvent invités à présenter notre point de vue. Cela dit, Lauren et moi avons une bonne relation depuis 1 an et demi. C'est ce qui m'a inspirée à participer à ces efforts. Car en ce qui me concerne, il faut changer les choses. J'ai rencontré Lauren, comme je le disais, il y a 1 an et demi à une formation, mais moi, j'étais patiente en thérapie à l'époque. Je viens du secteur de la santé mentale. J'ai vécu des traumatismes dans l'enfance. Et donc, je me passionne pour le Yukon et pour le style de vie ici. J'admire beaucoup les gens qui vivent ici et au Canada en général. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que nous n'avons pas beaucoup
d'appareils et d'accès à des soins virtuels. Alors, la première étape en ce qui me concerne, c'est probablement les dispositifs qui font défaut et ensuite, il faut avoir la littératie numérique, si vous voulez. On a 14 Premières Nations, ce qui signifie qu'il y a 14 obstacles linguistiques à surmonter. Et d'ailleurs, la langue de la technologie pourrait vraiment changer la donne pour nous tous. C'est une langue qu'on peut tous apprendre et partager ensemble. J'ai rencontré une personne âgée qui connaît de fond en comble l'informatique. N'est-ce pas étonnant? On s'imagine toujours que ce sont les jeunes qui connaissent la technologie, mais ça n'est pas forcément le cas. Savoir que notre communauté au Yukon peut être une expérience pour voir comment comment la communication virtuelle peut véritablement prendre son envol sur un vaste territoire, une petite population, mais éparpillée sur un énorme territoire et des gens passionnés. Il s'agit d'un territoire qui regorge de personnes engagées. Alors, je me pose la question, comment établir des liens? J'ai dit à Lorraine récemment, peut-être qu'il faut prendre l'ancienne voie pour arriver à un nouveau point. Peut-être qu'on peut frapper à la porte des gens. Vous savez, on n'a pas de communauté qui ont des centres où les gens peuvent se rendre. Il y a beaucoup de difficultés de toxicomanie, entre autres. Et je pense qu'il faut s'y atteler. Dans le Nord, c'est peut-être un peu plus répandu. Ça, c'est l'impression que j'en ai. En ce qui me concerne, c'est une relation. Les soins virtuels, c'est nouveau pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui n'ont pas d'ordinateur, pas d'iPhone. Et il y a des questions économiques également. Est-ce que ça coûte 200 $ d'avoir un forfait donné ici? Est-ce que c'est possible, par exemple, d'avoir une subvention pour l'appareil, pour le forfait? À mon avis, ces solutions doivent faire partie des soins virtuels parce que c'est essentiel. C'est un outil. Et je pense qu'il faut être clair, à savoir que il y a beaucoup de personnes âgées qui peuvent apprendre la technologie. Vous savez, j'ai distribué des téléphones au secteur vulnérable et ça a été vraiment frappant pour moi de voir combien de personnes pensent qu'elles peuvent vivre sans ordinateur ou sans iPhone parce qu'elles ont vécu jusqu'à présent sans technologie. Et vous savez, ça a été mon cas aussi. Lorsqu'on m'a parlé d'avoir une rencontre virtuelle avec mon médecin, je pensais que c'était au téléphone. Alors moi-même, j'ai dû cheminer. Alors même moi, j'avais du retard à rattraper. Mais le projet est emballant. Eh bien, à mon avis, vous avez raison, la communication doit être faite d'abord avec quelqu'un qui soit formé. Ce n'est pas seulement une formation, si vous voulez, intellectuelle. Il faut avoir une intelligence émotive. Il faut aussi mettre de côté ses a priori. Et je pense que cela peut faire partie des efforts qu'on doit tous faire. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de soins virtuels qui sont dispensés au Yukon. Nous ne sommes pas les experts, mais ce que dit Michel, je suis d'accord.
c'est qu'il y a tellement de potentiel avec les obstacles que nous évoquions. Il y a tellement d'occasions à saisir avec les soins virtuels. Mais il s'agit d'une mesure qu'il faut prendre auparavant. Il faut établir des liens, tisser des relations, inspirer confiance, donner confiance aux gens pour qu'ils disent tout simplement, je n'ai pas d'appareil ou je n'ai pas les moyens de payer un forfait de données. C'est presque comme si nous devions aller à la rencontre des gens là où ils sont. Avec la Covid, c'est plus difficile. Nous rendre dans les communautés et découvrir ce dont les gens ont besoin pour se permettre ces soins virtuels afin d'optimiser ceux-ci, de faire en sorte qu'ils soient utilisés, qu'ils soient utiles. En tant que fournisseur de soins, le technicien, nous ne savons pas quels sont les besoins. Nous avons 14 communautés, chacune est différente. Donc, ce que vous nous dites, c'est, bon, tout ça c'est très excitant, mais qu'est-ce qu'on oublie, qu'est-ce qu'on omet? Parvenir à partir du point où nous en sommes, au point où nous voulons aller, il faut que ça se fasse en petites étapes. La santé mentale, par ailleurs, c'est une discipline qui n'a pas sa juste place dans l'univers de la médecine. Aujourd'hui encore, je ne suis pas convaincu que nous donnions à cette discipline une place égale au sein des disciplines médicales. Inscrire la santé mentale parmi les premières priorités. Représenter le bien-être mental pour toutes les communautés. Ça, c'est ma passion. J'ai un type sanguin rare, j'ai diverses affections médicales, mais pour moi, la santé mentale, c'est le domaine que je voudrais le plus approfondir au niveau de l'acceptation. Le fait d'avoir honte de ne pas avoir un appareil, de ne pas avoir les moyens, d'appartenir à une génération qui ne connaît pas la technologie, c'est peut-être relié avec les questions de santé mentale. Il faut également atténuer la honte, la stigmatisation qui sont liées au recours à la santé mentale, que nous ne pouvons pas dépasser avant d'y parvenir. C'est difficile. J'ai subi 3 ans de thérapie intensive et l'autre versant est souvent tu. Alors, j'ai un peu achevé mon récit, mon partage. J'apprécie que vous m'ayez donné le temps et l'espace aujourd'hui. Merci, Michel, de vous être jointe à nous. Nous disons toujours que nous sommes partenaires, nous sommes une équipe, mais ça a pris du temps. Nous nous connaissons depuis 1 an et demi. Et je crois que cette mobilisation, cet engagement au niveau des communautés, ça prend du temps pour développer ces relations. Comment nous faire confiance les uns aux autres, les unes aux autres. L'honnêteté, ce que j'apprécie chez Michel, c'est l'honnêteté, la franchise. Quand je lui demande qu'est-ce que vous pensez de ce dépliant, de ceci, et elle me le rend pratiquement déchiré parce que c'est son expérience et son expertise qui vont nous permettre d'établir véritablement des liens entre habitants du Yukon, entre Yukonais. Nous sommes une équipe, nous sommes amis, ça prend du temps à développer. Pour moi, notre relation, c'est un peu comme l'introduction virtuelle à l'époque, quand on n'avait pas cette option, parce que j'ai rencontré Lorraine animée par la peur de la manière dont elle me considérait. Je pense que c'était réciproque. Le lien que nous avons élaboré, on ne peut pas s'attendre à ce qu'une relation s'améliore en quelques rencontres. J'ai été très impressionné quand Lorraine m'ait appelé son amie l'autre jour, que cela était engendré par une situation de timidité, de défiance. Eh bien, je crois qu'on peut changer le monde, c'est extraordinaire. De savoir ce qu'on peut faire, d'y consacrer le temps, ça c'est vraiment très, très
très, très fécond. Sortir de notre zone de confort. Au début, bon, nous avons montré une diapositive là où il s'agissait de privilégier l'audace. Et quand nous nous sommes rencontrés, nous ne savions rien l'une de l'autre. Michel m'a invité pour un repas. J'avais un peu de crainte. Je ne savais pas qui elle était. Et lorsque Michel est venu au bureau, je crois qu'elle éprouvait cette même défiance. Mais c'est la confiance, le respect, le fait que nous avons les mêmes intentions de changer le monde. Cela nous a réunis et ça nous a permis d'avancer. Je pense qu'on ne pourrait pas revenir en arrière. Ça, c'est l'essentiel. Et Michel m'a dit qu'elle voudrait avoir davantage de soutien, davantage des personnes ayant un vécu, et c'est ce que nous faisons, c'est sur cela que nous travaillons dans l'équipe d'expérience. Nous avons d'autres personnes ayant un vécu, donc j'espère que, avec le temps, Michel va se sentir soutenu à cet égard. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, c'est à peu près ce que nous voulons vous dire. Merci beaucoup, Je voulais, bon, je sais que quand vous présentez, que vous partagez, c'est parfois difficile. Moi aussi, c'est difficile de suivre la boîte de dialogue. Donc, il y a beaucoup de commentaires qui vous remercient pour votre participation à cette conversation. Quand nous songeons à donc une nouvelle manière d'organiser, de dispenser les soins, il faut que nous soyons au contact des personnes à qui les soins sont destinés. Il faut étoffer son équipe, si vous voulez, dans tous les milieux où les soins virtuels, les soins primaires virtuels peuvent être améliorés, refondus. Ce partenariat, Lauren, on nous a suggéré que cette séance soit intitulée soins axés sur les patients, axés sur les partenaires, c'est sur la mobilisation des patients. Mais fondamentalement, il s'agit du partenariat entre les personnes qui fournissent les soins et les personnes qui recherchent des soins. Donc les personnes ayant un vécu de notre système peuvent jouer un rôle très important dans cela. Un secteur où nous pouvons améliorer la situation pour tous. Donc merci d'être parmi nous. Également beaucoup de soutien pour dire bon, il faut apporter des changements en santé mentale. Quelques exemples dans la boîte de clavardage de différentes initiatives, différentes régions du pays. Je sais qu'il y a eu beaucoup de relations qui ont été mises au point et donc beaucoup d'évolutions positives. Michel, merci pour ce que vous avez dit. Les appels virtuels, ça inclut les appels téléphoniques. Il s'agit donc de nous assurer que nous avons une définition commune, une compréhension commune. Je viens de perdre ma connexion à la boîte de dialogue. Alors je vais demander s'il y a d'autres questions qui nous parviennent à l'attention de Michel ou de Lauren. Je crois qu'il y avait une question. Est-ce que vous avez grandi au Yukon et comment les soins de santé ont-ils changé au fil du temps? Je suis né à Red Deer, en Alberta. J'ai passé beaucoup de temps à Drumheller, adolescente à Kelowna, et j'habite au Yukon depuis l'âge de 23 ans. Je n'en suis pas sorti, sauf une fois. Est-ce que j'ai vu le système de soins de santé changer? Au Yukon? Oui, moins de médecins, plus de gens. Beaucoup de décès dus aux opiacés. Encore une fois, la médecine et la santé mentale, ça c'est une combinaison, ça va changer au fil du temps. Ça c'est ma réponse à la question. Moi je suis né au Yukon, j'ai grandi à Hayes Junction. Oui, j'ai vu des changements avec le temps. Il y a eu des changements au plan du virtuel, mais il y a une chose qui est restée inchangée.
au niveau de la communauté, c'est l'importance de la communauté, des centres de santé communautaires, du personnel infirmier, parce que notre population est tellement dispersée, la pratique du personnel infirmier, c'est un bon nombre de problèmes de santé physique aussi bien que mentale. Oui, il y a eu des changements, mais ce qui ne change pas, c'est que les gens qui habitent dans les communautés adorent celles-ci, ne veulent pas les quitter. Ça n'a pas changé. Les gens veulent vraiment les services qu'ils peuvent obtenir en se rendant dans les communautés. Est-ce que vous diriez qu'il est nécessaire de quitter les communautés pour recevoir des soins? Bon nombre des communautés communautaires, Beaver Creek, Watson Lake, qui sont limitrophes de l'Alaska, ces protections existent. Ça, c'est formidable. Donc, cette capacité de déplacement, c'est très important. C'est comme aller frapper à la porte et visiter au besoin, c'est comme les médecins. Quand on habite dans une ville éloignée, dans une bourgade éloignée, ça pourrait parfois être une bonne idée. Merci beaucoup pour ces réflexions. Bon, on vous demande est-ce que vous avez constaté des changements. Cette question s'adresse aux 4 membres du panel, 4 invités aujourd'hui. Question de Moira qui dit, bon, le roulement des médecins, on en a parlé. Est-ce que vous pensez que les soins virtuels pourraient fidéliser davantage les médecins? Peut-être Lauren et puis Amy. Pourriez-vous répéter la question? Elle est posée par Moira de l'AMC. On parle du roulement des médecins. Alors, est-ce que vous pensez que les soins virtuels pourraient favoriser la fidélisation des médecins? Je ne suis pas experte en la matière. Je ne sais pas. Fidéliser les médecins grâce aux soins virtuels. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'éléments de réponse à ce sujet. Je ne sais pas. Parce que ce qu'a dit Michel au sujet des médecins, c'est également les communautés. Donc on essaye de recruter un médecin dans une communauté. Je ne sais pas vraiment si les soins virtuels seraient quelque chose qui rendrait le poste plus attractif. Peut-être qu'Amy le saurait. Peut-être une question pour la docteure Gosvik. Oui, le roulement des médecins, c'est quelque chose de très très difficile. Dans certaines communautés, il y a des stagiaires qui se rendent par rotation. Et ça, c'est très difficile pour les patients de voir un médecin différent à chaque fois. Il y a un des avantages que nous espérions que notre clinique virtuelle pourrait fournir, c'est une certaine uniformité, un suivi pour les gens qui veulent recourir à nos services. Qu'ils habitent dans les réserves et qu'ils nous utilisent comme leur principale clinique dans la réserve. Et puis, quand ils se rendent en ville pour fréquenter l'école, nous serons toujours là, la clinique familiale. Et puis ensuite, peut-être que des patients sont déplacés dans d'autres emplois. Et peut-être que nous pouvons donc leur offrir une uniformité. Il y a des préoccupations qu'ont les médecins au sujet des soins virtuels. L'une des préoccupations a été évoquée par notre groupe de médecins. Est-ce que ces soins virtuels et les avantages pour les médecins que les médecins en retirent signifient que moins de médecins vont se rendre et travailler dans les communautés éloignées? Est-ce que cela voudra dire que les organismes de financement, notamment les gouvernements, diront on n'est pas obligé de consacrer beaucoup d'argent ni de recrutement pour alimenter ces services de santé en milieu éloigné parce qu'on a la clinique virtuelle, ça devrait suffire. Donc il s'agit d'inquiétudes bien réelles et nous n'avons pas encore les réponses.
et le problème se pose. Nous ne savons pas ce qui va se produire. Merci pour ces réflexions et ces questions importantes que nous devons aborder. Donc, quant à l'évolution au niveau du système, au niveau des fournisseurs, des clients, tout à fait. Il faut également préciser que les soins virtuels ne sont pas la réponse pour toutes les sortes de visites au médecin. Il est tout de même nécessaire d'avoir des examens physiques en personne, présentiels. Donc, il s'agit d'un choix pour certaines situations. Oui, je suis d'accord avec cela. Ce serait merveilleux d'avoir, pour les personnes qui ne peuvent venir à Whitehorse voir leur médecin, ce serait merveilleux d'avoir ça, mais je suis d'accord avec ce qu'Amy et Michel vient de dire. Ça ne peut pas remplacer. Oui, on l'entend dire dans plusieurs observations. Les soins virtuels sont virtuels, il s'agit d'un outil et non pas d'une substitution. Quelque chose qui remplace les interactions avec les fournisseurs de soins. Pour en revenir à une question, Lauren et Michel, une question à votre attention. Votre expérience, comment est-ce que vous rejoignez les clients santé mentale et que vous les faites participer à votre travail que vous avez effectué, et en particulier si vous avez un exemple de connexion, quels seraient les résultats de ce projet en ce qui concerne une amélioration sur laquelle vous vous êtes concentré? Bon, je pourrais dire quelque chose là-dessus. Après ma thérapie, me rendant compte que je n'avais pas de téléphone cellulaire, j'ai décidé que je n'en avais peut-être jamais eu besoin. Je m'en suis procuré un. Et puis, j'ai travaillé avec la communauté quelques mois. J'ai voulu redynamiser le programme de téléphone et j'ai rencontré tellement de personnes ayant des problèmes de santé mentale que j'ai rencontrés au refuge, un refuge d'urgence dans la communauté. La santé mentale ne vous procure pas une carrière, j'ai fini dans la pauvreté. Donc, rencontrer ces gens dans la communauté après y avoir été toutes ces années, ça a été difficile pour moi. Ça l'est toujours. Donc, donc se rendre au refuge, se rendre où sont les personnes, ça a été bon. L'ai amené, j'ai amené une femme victime de mauvais traitements à un centre. Elle n'arrivait pas à se dépasser pour venir. J'ai dû, moi, me dépasser. Elle est venue pour voir ça avec moi. Faire sortir les gens de leur bureau, c'est comme la réponse à n'importe quelle question quant à la façon de les rejoindre. Allez-y, rencontrez-les, parlez-leur. Moi, je peux dire honnêtement, dans 33 ans que je suis ici, je n'ai jamais rencontré un groupe aussi diversifié qu'au refuge. Je n'ai jamais vu de décès dans ma vie, jamais. Je ne savais pas que tellement de gens mouraient ici. Depuis les années que j'ai vécu dans différents quartiers, je crois qu'il y avait plus de 2 personnes que je connaissais qui sont mortes. Et maintenant que je suis au centre-ville, il y a plus de 20 personnes que je connais qui sont mortes. Et ça a changé la donne pour moi, de faire connaître les données, de distribuer des appareils, donner la possibilité de bénéficier des occasions. Moi, rejoindre les gens, c'est très important, parce que c'est comme ça que j'ai transformé ma vie. Je me suis retrouvé dans ces endroits à cause des circonstances, mais ça a été extraordinaire. Il faut sortir du bureau et aller à la rencontre des gens. C'est ma réponse. Ne pas avoir peur. L'obstacle du langage, les différences culturelles. C'est ça, nous sommes différents, nous sommes Canadiens. Alors moi, je voudrais dire oui, différent. Quand vous buvez le thé, le café, et les gens finissent toujours par boire quelque chose.
Euh, alors donc, ça peut paraître simple, ridicule même, simpliste, mais c'est comme ça que l'on bâtit la confiance. C'est ainsi que l'on bâtit la confiance. Merci Michel. Je crois que c'est un élément important. Dans le secteur de la santé, dans les environnements de la santé, les cliniques, les hôpitaux, les centres communautaires, ils veulent en entendre davantage aux personnes qui ont un vécu, mais où sont-elles? Aller à leur rencontre. Tout à fait. Pour les personnes qui veulent établir des partenariats. Merci. Je vais demander au Dr Gaffick ou à Michel, vous venez de parler, l'objectif de la clinique virtuelle de fournir des soins culturellement sécuritaires. Certains des fournisseurs de soins ont les mêmes antécédents culturels que les membres des communautés qu'ils desservent. Alors, comment pouvez-vous enrichir et soutenir les soins culturellement sécuritaires par le biais de vos cliniques virtuelles? Une formation structurée, à quoi ça ressemble? Bon, ben, je pourrais inaugurer la discussion. Notre personnel aux médecins, bon, il y a une série en 8 parties sur les soins aux personnes autochtones culturellement sécuritaires. Nous y avons accès, nous pouvons regarder cette série. Et puis, nous avons recherché d'autres sources de formation. La Nation métisse de l'Alberta va faire une présentation. L'équipe des médecins, on va l'enregistrer. Les médecins qui ne peuvent pas y assister à ce moment-là pourront y assister postérieurement. Il s'agit d'un exposé historique et aussi la façon dont les interactions entre les métis et la santé, certaines des barrières. Donc c'était très important pour nous de conserver ces liens. Nous avons également tendu la main à certains des organismes de soutien, Edmonton et Calgary. Donc nous savons à quel point il est important de faire en sorte que notre personnel reçoive une formation, une sensibilisation à intervalles réguliers. Merci. Lauren, Michel, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter à cela? Au niveau de la mobilisation, de l'engagement, bon, travailler avec un programme de Premières Nations. Nous travaillons beaucoup avec les hôpitaux, les programmes de santé des Premières Nations. Moi, je recherche des personnes qui ont un vécu pour leur demander qu'est-ce qui vous inspirerait un sentiment de sécurité? Formation, est-ce qu'il faut travailler un script avec les fournisseurs de soins? C'est ce que je leur demande, parce que ce sont eux seuls qui pourront nous le dire, et puis nous tâchons de surmonter les obstacles afin qu'ils éprouvent davantage de sécurité au plan culturel. Une excellente réflexion. Et puis, quand est-ce que l'on éprouve une sécurité au plan culturel? C'est en ce moment-là que l'on sait qu'elle règne. Il faut qu'il y ait donc des indicateurs, des mesures de cela. Je vais inviter les personnes qui sont en ligne avec nous, encore une fois, à partager des questions, des exemples, des ressources qu'ils pourraient avoir au niveau des éléments dont nous avons parlé. Créer, améliorer l'accès aux soins par des moyens virtuels, établir des partenariats avec les personnes ayant un vécu dans les communautés, créer des opportunités au sein de ces services, accroître la sécurité culturelle et l'humilité, militer dans les soins, dans les expériences de soins. Quelques ressources ont été partagées. Nous avons communiqué un lien avec la clinique de soins virtuels aux Autochtones en Alberta, dont la Dr Gazvik et Michel Robert ont parlé. D'autres liens ont été transmis du reste du pays. Une ou deux questions de discussion qui nous paraissaient utiles d'aborder. Quelques-unes ont déjà été effleurées, mais je pourrais peut-être demander à l'équipe d'afficher cette diapositive. Et nous allons continuer de rechercher, d'ouvrir l'œil au cas où d'autres questions nous seraient posées dans la
boîte de discussion, et tout cela alors que nous progressons vers la conclusion de notre séance aujourd'hui. Ah, une question nous arrive. Nous pourrons peut-être commencer par poser la question à l'équipe de l'Alberta puis à celle de Yukon. Est-ce que vous avez une rétroaction sur le degré de confort des gens à l'égard des rendez-vous de santé virtuels? Bon, je pourrais évoquer cette question, oui. Antérieurement, avant que les soins virtuels ne fussent facilement accessibles, beaucoup d'entre nous, médecins de famille, moi-même compris, nous disions, les gens valorisent cette relation face à face personnelle avec leur médecin, ils aiment ça, ils veulent vraiment nous voir en personne, ils veulent le contact humain. Et c'est vrai pour beaucoup de gens, mais ce que nous ne savions pas, c'est que, parce que ce n'était pas une option auparavant, c'est qu'il y a des gens qui trouvent que c'est très intimidant d'aller chez le médecin. Il y a des gens qui se sentent beaucoup plus à l'aise à communiquer avec les soins de santé de façon moins anonyme au niveau du téléphone, depuis la sécurité de leur propre foyer, et surtout en ce qui concerne certains des problèmes plus stigmatisés. Je travaille pour des communautés des Premières Nations, et il y a dans cette communauté des gens qui ne se rendront jamais dans un centre communautaire de santé. Mais une fois qu'on a des rendez-vous téléphoniques régulièrement, ces patients téléphonent et me parlent de leurs problèmes d'addiction parce que ça paraît sécuritaire. Et ça, c'est une prise de conscience extraordinaire que j'ai avec les soins virtuels. Oui, il est possible de rejoindre des personnes qu'on ne rejoignait pas dans le modèle traditionnel. Et puis, pour certains des thèmes plus sensibles, une personne se sentirait peut-être mal à l'aise de parler de symptômes ou d'autres éléments. Le fait de ne pas avoir donc à rencontrer cette personne en présentiel, face à face, ça crée un sentiment de confort. Lorraine et Michel, souhaiteriez-vous quelque chose à ajouter au niveau de vos expériences et de ce que vous entendez au Yukon? Quand j'entends sécurité et foyer, moi je n'entends pas parler des maisons non sécuritaires dans la communauté. Des gens sont obligés de rester à la maison dans des relations caractérisées par les mauvais traitements. Ça, c'est très pertinent pour moi de reconnaître ça. Oui, il y a de la sécurité. Moi, j'avais peur d'aller chez le médecin, même avant la COVID, avec mes problèmes de santé mentale. J'étais intimidé par les foules et tout. Mais il y a aussi le problème de la sécurité à domicile. Être en sécurité avec son conjoint, comment le faire et comment nous occuper de cela pour de vrai, afin que le mot de sécurité à domicile ne soit pas perdu, ne s'évanouisse pas dans le manque de sécurité à domicile. Je ne veux pas ignorer ce sentiment. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez en faire. Je ne sais pas encore. Moi, je voudrais mettre une caméra vidéo chez tout le monde, mais enfin, c'est pas possible. Mais la sécurité, qu'est-ce que c'est la sécurité? C'est pas pour tout le monde la sécurité à la maison, c'est tout. Merci. Je crois que l'importance de se rappeler que la situation de tout le monde est sa situation propre quand on songe à l'impact des soins virtuels. J'apprécie ces deux réflexions parce que ça peut vouloir dire des choses très très différentes pour des personnes différentes. Et il faut y répondre, il faut y réagir. Il y a une question à l'intention de Amy et Michel. Est-ce que vous avez demandé au Conseil des aînés pour les communautés au niveau de l'adoption pour les soins virtuels? Et la personne qui pose la question dit que nous éprouvons des difficultés au niveau de la mobilisation des communautés autochtones dans la région. Eh bien, il y a, pour la clinique, a été donc approuvé par le biais du comité de cogestion.
Et donc il y a le conseil de sagesse. Peut-être que Amy pourrait aborder la question. Est-ce qu'on a comparu devant les représentations, la représentation? Le conseil de cogestion. Le conseil de cogestion de santé, c'est une relation entre en vertu desquelles les Premières Nations sont représentées au sein de chaque comité ainsi que le gouvernement fédéral. Donc, la cogestion de santé, c'est un organisme décisionnel qui décide comment les fonds et les mesures et les priorités sont mises de l'avant et font l'objet de votes et qui a la priorité de faire ses propositions. Donc il y a un conseil de cogestion et puis il y a 7 sous-comités avec des santé mentale, soins primaires. J'oublie quelque chose. Excusez-moi, mais il y a un site web qui énumère tout cela. L'autre élément qui est important, c'est que toute cette idée de la clinique virtuelle a été soumise au conseil d'administration de TISAG qui est constitué de chefs des 3 zones de traité. Donc à cet égard, il y a une certaine approbation de la part des dirigeants autochtones. Est-ce que toutes les communautés autochtones de l'Alberta ont été consultées avant le projet? Non. Ça, c'était une réaction rapide à la COVID. Par conséquent, nous sommes toujours en train d'obtenir une rétroaction et une mobilisation de diverses parties prenantes, diverses communautés. Et un autre élément de la clinique qui était l'original, c'était pas uniquement pour les Premières Nations au niveau des réserves, des patients des réserves, ça devait être hors réserve, Nation métisse inuit, et également leurs familles. Alors donc, il y a une présence énorme des parties prenantes pour obtenir une rétroaction, et donc le processus, bien entendu, n'a pas été exhaustif à cause des délais, et nous travaillons encore sur cela pour obtenir davantage de consultations au fur et à mesure pour répondre aux besoins de toutes les parties prenantes que nous espérons servir. Merci beaucoup à tous deux d'avoir partagé cela. Une autre personne est de notre. Bon, merci d'avoir partagé vos expériences et également de nous avoir encouragé à comprendre quelles sont les structures formelles et les structures informelles qui pourraient être en place dans différents contextes et régions, la possibilité de connecter, de rejoindre les Premières Nations métisses et Inuits, les partenaires et leaders des Premières Nations métisses et Inuits. Bon, il y a une question que je vais intégrer, puis ensuite je vais remercier nos conférenciers et tous ceux qui ont été des nôtres aujourd'hui, mais il y a une question qui, je pense, s'adresserait à nos collègues de l'Alberta. Pourriez-vous évoquer le coefficient des soins préventifs par rapport aux soins réactifs dans vos cliniques de soins virtuels? Je dirais que la grande majorité des appels sont des problèmes aigus, actifs, des réactions, demandes de conseils, beaucoup d'appels au sujet de la COVID, des gens qui ont des préoccupations, des inquiétudes au sujet de la COVID, très très peu de soins préventifs. Mais je crois que, à un certain niveau, nous savons que les soins préventifs, c'est quelque chose auquel on donne davantage de priorité quand tous les autres déterminants de la santé dans la vie sont optimaux. Donc, souvent, nous voyons que les soins préventifs, pour beaucoup d'entre nous, sont au bas de la liste de priorités. Ça ne nous étonne pas que beaucoup de nos questions portent sur des questions de réaction, des soins actifs épisodiques. Nous voudrions changer cela.
au niveau de la santé, les soins préventifs, c'est tellement, tellement important. Merci. Notre cercle virtuel s'élargit avec votre fils ou un petit garçon sur vos genoux et votre animal familier, Lauren. Bon, alors donc, bienvenue. Alors écoutez, je voudrais vous remercier, Michel, Lauren, Amy, d'avoir partagé vos expériences aujourd'hui, les questions qui nous ont été posées. Merci à tous ceux qui se sont joints à nous, qui ont partagé des questions, des réflexions, des ressources dans la boîte de dialogue. Merci à l'équipe de Excellence en Santé Canada qui a organisé cet atelier. Megan, Mihaela, Rebecca et bien entendu les membres du réseau de la santé du Nord et des communautés éloignées, de communautés de planification. Je vous rappelle que l'enregistrement, cette séance sera disponible sur notre site web la semaine prochaine. Votre rétroaction est très importante pour nous, tandis que nous préparons les programmes futurs, des programmes plus importants, des programmes élargis pour les soins primaires et d'autres thèmes de webinaire. Donc nous allons afficher dans un instant quelques questions d'évaluation que nous vous invitons, auxquelles nous vous invitons à répondre afin de nous donner une rétroaction pour cette séance. Nous accueillerions également avec beaucoup d'intérêt vos suggestions de programmes futurs, programmes de formation, soutien à l'évaluation et à la mesure, différents aspects qui nous permettent de mieux comprendre l'aspect que peuvent prendre les soins améliorés en sécurité à l'avenir. Nous avons une ou deux opportunités à venir sur lesquelles je voulais attirer votre attention, qui figurent sur notre site web. Nous organisons une série de webinaires sur ce que nous appelons soins de longue durée plus. Il s'agit de tirer les premières leçons de la pandémie au niveau de l'organisation et de la fourniture des soins. Il y a 6 politiques et pratiques prometteuses qui sont basées, et nous avons une série de possibilités d'entendre les personnes dans tout le pays qui réagissent à tout cela, qui se préparent aux soins COVID et non COVID. Alors donc cette séance se poursuit dans l'avenir. Davantage d'informations figurent sur notre site web. Nous avons également une séance sur les soins en dimension communautaire pour envisager des modèles émergents et des nouvelles pratiques exemplaires en mars, avril et mai. Alors merci encore d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Nous espérons que vous prendrez quelques instants pour nous donner une rétroaction en utilisant le formulaire d'évaluation qui sera affiché dans quelques instants. Et voilà qui conclut notre séance d'aujourd'hui. Merci et nous vous souhaitons une bonne continuation et bonne santé.